I think we can get started. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi de me trouver parmi vous aujourd'hui pour notre série de conversations sur la bioéthique canadienne. My name is Corey Andrew Lebrecq. It is my Je privilege. m'appelle Corey Andrew Lebrecq, je suis le président élu de la Société canadienne de bioéthique et je suis ravi de vous accueillir à cette séance sur l'éthique en gériatrie qui fait partie de la série de conversations organisée par la Société canadienne de bioéthique et généreusement soutenue par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Je suis ravi que nous ayons parmi nous un certain nombre de membres de la SCB et de membres de notre conseil d'administration et de représentants des organisations de soutien qui forment la grande famille qu'est la Société canadienne de bioéthique. Et bienvenue à ceux d'entre vous qui ne sont pas encore membres, mais qui est intéressé par le sujet d'aujourd'hui. Nous espérons que vous envisagerez de vous joindre à nous, non seulement pour les avantages qui accompagnent l'adhésion, mais aussi pour l'incroyable réseau et le forum que la Société peut offrir. Vous pouvez participer à notre conversation d'aujourd'hui de plusieurs manières. Nous sommes très heureux d'avoir l'interprétation simultanée en direct pour cette séance en anglais et en français. Et pour entendre dans une langue particulière, vous pouvez sélectionner cette langue à partir de l'icône interprétation en bas de l'écran. Et si vous parlez les deux langues, vous pouvez sélectionner off, donc désactiver l'interprétation pour entendre la langue originale. Nous aurons une période de discussion à la fin des deux exposés, mais vous pouvez poser une question en tout temps en utilisant la fonction Q&R, pas la fonction de clavardage ou discuter, mais la fonction Q&R en bas de votre écran. Vous pouvez poser votre question en français ou en anglais. Votre nom peut être mentionné à côté de votre question. Si vous ne souhaitez pas que votre nom soit mentionné, veuillez sélectionner l'option permettant de poser votre question de manière anonyme. Une autre manière de poser une question à nos panélistes est d'utiliser l'icône « Levez la main » en bas de votre écran. Nous vous appellerons par votre nom et vous pourrez poser votre question à haute voix. Si vous optez pour cette solution, veillez à ce que votre question soit brève et précise. Vous pouvez également nous faire part de vos impressions sur cette séance et suggérer des sujets pour les séances futures en répondant à notre sondage, ce que nous vous encourageons vivement à faire et le lien sera affiché dans le clavardage en temps voulu. Veuillez noter que cette séance est enregistrée et qu'elle sera disponible sur le site web de la CBS ou de la SCB, plutôt à l'adresse bioethics.ca. Est en elle-même une marque d'hommage et de respect envers les peuples autochtones. Elle atteste de leur présence tant historique qu'actuelle. La reconnaissance et le respect sont indispensables à l'établissement de relations saines et réciproques et à la poursuite du processus de réconciliation. Je m'adresse à vous aujourd'hui depuis l'Université Laval à Québec. Dans un esprit d'amitié et de solidarité, l'Université rend hommage au premier peuple de ces lieux, étant à la croisée des territoires ancestraux du peuple Abénakis, du peuple Atikamekw, du peuple Huron-Wendat, du peuple Innu et du peuple Malécite. Nous honorons nos relations les uns avec les autres. La reconnaissance du territoire ne devrait pas être simplement une déclaration faite pour la forme avant que l'on passe aux vraies affaires de l'Assemblée. C'est une façon de nous rappeler que nous sommes tous et toutes appelés à la réconciliation, un projet commun. Nous vous invitons à reconnaître le territoire et ses gardiens-gardiennes, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Just a few notes on our society. Quelques points sur notre société. La Société canadienne de bioéthique, une communauté interdisciplinaire et interprofessionnelle qui offre un forum à tous ceux qui s'investissent ou s'intéressent au domaine de la bioéthique, en particulier tel qu'il se développe ici au Canada. C'est, on pourrait dire, un lieu de rassemblement pour nous permettre d'aborder de manière constructive la grande variété de questions bioéthiques à partir d'un grand nombre de perspectives, d'origines et de formations différentes qui touchent la santé et le bien-être des personnes ici et à l'étranger. Nos membres sont des professionnels de la santé, des universitaires, des chercheurs, des éthiciens, praticiens, des membres de comités d'éthique, des étudiants, des journalistes, des experts en politique publique, des retraités, des auteurs et bien d'autres encore qui sont engagés à renforcer ce réseau pan-canadien. Parmi les activités organisées par les membres de la SCB,
il y a cette série de conversations qui favorise le dialogue et qui nous permet de rester en contact tout au long de l'année, en dehors de notre conférence annuelle et de nos ateliers de communauté. Le prochain épisode de cette série aura lieu le 7 novembre. Il se concentrera sur les questions de bioéthique mondiale et en particulier la justice mondiale avec deux excellents orateurs, les docteurs Rioya Chung et Maxwell Smith. N'oubliez pas de noter cette date dans vos agendas. Cet événement aura lieu pendant la Semaine nationale de l'éthique de la santé qui se déroule du 5 au 11 novembre. Pendant cette semaine-là, la SCB animera aussi un atelier sur comment écrire pour les médias grand public. Restez donc à l'affût pour plus d'informations sur cet événement et comment y participer. Si vous prévoyez d'organiser un événement ouvert au public pendant la Semaine nationale de l'éthique de la santé, envoyez-nous un message afin que nous puissions vous aider à le faire connaître par le biais de nos canaux de médias sociaux qui sont extrêmement actifs. La 32e conférence annuelle de la Société canadienne de bioéthique et la 18e édition de la conférence internationale annuelle sur l'éthique clinique et la consultation, qui se tiendront conjointement dans la ville de Montréal du 29 au 31 mai, sur le partenariat avec les patients et les patientes et l'engagement communautaire. Les inscriptions et l'appel de proposition pour la conférence conjointe sont déjà ouverts, donc c'est parti. Veuillez consulter notre site web, encore une fois, www.bioethics.ca pour le lien. La Société canadienne de bioéthique est dirigée par un conseil d'administration et une administratrice extraordinaire, Mary Scott Smith, qui est avec nous aujourd'hui. Les membres de la société sont rejoints par un groupe d'organismes de soutien d'un océan à l'autre, qui soutiennent la société de plusieurs façons et qui nous permettent de continuer à exister en tant qu'organisme de bienfaisance inscrit et à but non lucratif. Dans le cadre de cette série de conversations, nous souhaitons témoigner de notre gratitude aux organisations qui nous soutiennent. À chaque séance, nous invitons l'un des organismes de soutien pour qu'il puisse parler de lui. Aujourd'hui, nous mettons en lumière le bon travail de Unity Health Toronto et nous sommes heureux d'avoir parmi nous le Dr Michael Sego, directeur principal du Centre d'éthique clinique et vice-président du comité d'éthique de la recherche à Unity Health Toronto, qui va s'adresser à nous. À vous, Michael. Merci beaucoup, Corey. Unity Health soutient la Société canadienne de bioéthique et nous sommes fiers et je suis très content de pouvoir parler de notre centre qui a été fondé dans les années 1980. Et vous voyez déjà une photo déjà ancienne de notre équipe, même si elle a été prise il y a quelques mois. Nous avons 9 chercheurs et assistants de recherche. Cette équipe est en pleine croissance. Alors, nous travaillons dans beaucoup d'environnements de soins de santé, des soins de santé aigus, les soins de longue durée et les soins après les soins aigus. Nous avons différentes organisations partenaires et de financement. Nous sommes également au Scarborough Health Network, St. John's Health System, qui sont des organisations laïques ou religieuses dans différents types de soins. Nous fournissons des services avec des foyers de soins de longue durée, avec Baycrest, qui est un hôpital universitaire et d'enseignement. Donc, beaucoup d'environnements où nous fournissons des services d'éthique. Étant donné que nous avons ce centre d'éthique et que nous faisons partie de plusieurs organisations, nous avons une responsabilité envers le centre et les différentes institutions pour lesquelles nous travaillons. Nous publions un rapport annuel communautaire sur le travail que nous faisons et nous avons également un plan pour les 3 prochaines années. Nous adaptons nos services à la nouvelle réalité de soins, faire progresser les formations des boursiers et autres et nous voulons également promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion dans tout ce que nous faisons.
J'aimerais souligner le fait que nous avons un programme de fellowship de 2 ans qui est reconnu par la Faculté de médecine de l'Université de Toronto et nous avons des organisations partenaires remarquables. Donc, les fellows, les boursiers qui participent au programme ont une rotation sur 6 mois avec, par exemple, le CAMH, l'hôpital pour enfants malades, le University Health Network, donc différentes institutions, différents établissements où ces boursiers peuvent en apprendre plus sur l'éthique dans ces organisations et cela fait partie du programme de boursiers de notre centre d'éthique de la recherche. Alors, si vous êtes intéressé, nous annonçons les bourses en novembre. Pour le cycle 2024-2026, nous allons avoir une séance d'information le 6 décembre de 19h à 20h pour ceux qui sont intéressés à savoir de quoi il s'agit. Et je mettrai un lien dans le clavardage si vous souhaitez vous inscrire. Et les candidatures doivent être présentées en général normalement en janvier 2024. Merci de m'avoir donné la possibilité de parler de ce centre. Merci. Au nom de la Société canadienne de la bioéthique, nous vous remercions de votre soutien et de vos contributions aux conversations sur la bioéthique au niveau national et international. Merci beaucoup. Sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter l'animatrice de la séance d'aujourd'hui sur l'éthique en gériatrie, Kim Jamieson. Kim est éthicienne à la Vancouver Coastal Health Authority et membre du comité d'éthique de la recherche clinique de l'Université de Colombie-Britannique. Elle est titulaire d'une maîtrise en philosophie avec une spécialisation en éthique appliquée. Elle entreprend un doctorat au Centre Maurice Young de l'éthique appliquée de l'Université de la Colombie-Britannique. Sa recherche porte sur l'étude quantitative sur les perspectives de personnes atteintes de Parkinson, les proches aidants et les cliniciens en matière de planification préalable des soins de fin de vie. Nous avons le plaisir de vous avoir ici avec nous. Kim, nous vous donnons la parole. Here we go. Okay. Can everyone hear me okay? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Thank you so much. Très bien. Eh bien, merci Corey pour cette chaleureuse présentation et bienvenue tout le monde. J'ai l'honneur de faire partie de cette conversation, de cette série de conversations et pour un dialogue et pour apprendre avec vous tous. Je suis à Vancouver, en Colombie-Britannique, sur le territoire traditionnel et non cédé du peuple Salish de la côte, avec par exemple les Squamish, entre autres. La séance d'aujourd'hui porte donc sur l'éthique en gériatrie, qui est un sujet qui est de plus important dans notre pays, étant donné la démographie qui évolue avec les adultes de plus de 65 ans, qui est le groupe d'âge qui connaît la plus grosse croissance au Canada. D'après Statistique Canada, au cours des 25 prochaines années, d'ici 2046, la population âgée devrait dépasser les 2,5 millions d'habitants. Avec notre modèle biomédical de notre système de soins de santé, on se centre surtout sur les maladies et les traitements plutôt que de soins aigus en particulier, plutôt que l'interdépendance et les soins de conditions chroniques. Et il y a aussi un problème pour répondre à la demande et on a tendance à demander à des proches aidants non rémunérés de prendre la relève. Donc, en tant que société et tous ensemble, nous devons réfléchir à ce qui constitue les meilleurs soins et nous adapter à l'environnement pour prendre en compte les soins de santé mentale, les soins psychosociaux de la population plus âgée. Ce qui nous amène à nos deux orateurs sur ce sujet. Je voudrais vous présenter le docteur Félix Pajot, qui est interniste gériatre et éthicien, et la docteure Janelle Taylor, qui est anthropologue médicale. Chacun d'entre eux va faire un exposé d'environ 15 minutes en présentant des approches novatrices et des réflexions sur leur
domaines de pratique respectifs, ce qui nous amènera à une discussion ensuite où nous aurons vos commentaires, vos questions pendant une trentaine de minutes. Et comme ça a été mentionné déjà, vous pouvez vos questions dans la fonction Q&R, pas dans le clavardage, et je lirai ces questions de manière anonyme. Vous avez aussi la possibilité de lever la main et ensuite nous vous laisserons poser votre question ou faire votre commentaire de manière orale. Et ensuite, nous reviendrons à Corey, qui est notre hôte, qui va faire quelques remarques de conclusion. Alors, je voudrais vous présenter notre premier orateur, le Dr Félix Pajot, qui a une maîtrise en philosophie en 2019. Il est aussi chercheur régulier au Centre d'excellence en vieillissement de Québec et à Vitam, le Centre de recherche en santé durable. Le docteur Pajot est membre du Comité national d'éthique sur le vieillissement, le CNEV, et puis le Regroupement québécois de recherche sur le vieillissement, le RQRV, et il est membre aussi du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs, le RQSPAL. Il est également responsable de l'axe éthique et santé de l'Institut d'éthique appliquée, IDEA, de l'Université Laval. Ce jeune médecin a eu l'occasion d'étudier comme fellow au prestigieux Centre McLean d'éthique médicale et clinique de Chicago. Ses domaines d'études sont la fin de vie, la futilité des soins, la dignité, l'autonomie, l'aide médicale à mourir, l'euthanasie, le consentement aux soins et la robotique en gériatrie. Alors, je vais donc donner la parole. Je vous donne la parole, Monsieur le docteur Pajot. Et ensuite, je présenterai la docteure Janet Taylor après vous. Hi, thank you, Kim, for this nice presentation. Je vais vous parler aujourd'hui en français. Ça a été la Merci beaucoup. de la Société canadienne de bioéthique, bien que I do speak English and understand English, so if ever you want to ask Même questions si je parle l'anglais, alors si vous avez des questions à poser en anglais, n'hésitez pas. pour la suite de ma présentation. Donc aujourd'hui, je vous présente la gériatrie, les aînés. Qu'est-ce que c'est et où est-ce qu'on en est? Je vais juste remettre au début. Donc, savoir bien prendre soin des aînés. Comme on a dit, je suis gériatre de formation, mais j'ai aussi une formation en bioéthique. De là mes intérêts, à la fois pour les aînés, les soins aux aînés, mais la question de l'éthique et de la bioéthique en lien avec ces personnes. Donc, j'ai un plan de 15 minutes environ. Je vais vous présenter le contexte social général, qui est la patientèle gériatrique, comment on en vient à avoir autant d'isolement et de solitude chez nos aînés au Canada. Parler des robots, qui pourraient être une façon de pallier à cette solitude et cet isolement, l'éthique en lien avec les soins robotisés, et ensuite revenir avec l'éthique du care ou l'éthique du soin. Donc, comme on l'a mentionné déjà, il y a un inversement qui se fait tranquillement, pas vite au Canada avec l'inversement de la pyramide des âges. La population vieillit, on a de moins en moins de jeunes en santé qui sont sur le marché du travail, donc de moins en moins de main-d'œuvre pour s'occuper de la population de plus en plus vieillissante qui ont moins la possibilité de travailler et les capacités de maintenir leur autonomie fonctionnelle. Le vieillissement est aussi un premier facteur de risque pour la démence, les troubles neurocognitifs majeurs, qui est le nouveau terme désigné, qui prédispose la personne à être plus fragile au sens médical, et je vous expliquerai qu'est-ce que j'entends par cette fragilité médicale, à des pertes d'autonomie aussi, puis un isolement accru. Les aînés et la gériatrie. Donc, quoi de neuf, docteur? Qui sont nos patients âgés? Surtout en gériatrie. Donc, c'est surtout des gens de 65 ans et plus, à un âge très, on pourrait dire, subjectif ou relatif. En fait, 65 ans a été fixé. D'abord, on disait qu'une personne est vieille si elle avait plus de 70 ans dans l'Empire allemand de Otto von Bismarck. On disait les gens qui ont plus de 70 ans sont vieux et peuvent prendre leur retraite. On a progressivement baissé à 65 ans dans les années qui ont suivi. Et ce chiffre de 65 ans est demeuré dans la littérature comme étant la ligne pour dire que quelqu'un est rendu vieux. Les syndromes gériatriques aussi sont fréquents dans notre clientèle. Ils font que les gens ont besoin d'un gériatre pour s'occuper d'eux, c'est-à-dire la fragilité. Je vous explique un petit peu plus loin, la démence,
Les chutes, donc le fait de tomber fréquemment et de façon répétée, surtout avec les conséquences qui peuvent en subvenir, le fait d'apprendre plusieurs médicaments, ce qu'on appelle la polypharmacie, ou d'avoir plusieurs maladies, la polycomorbidité, ou les polycomorbidités, c'est-à-dire d'avoir plusieurs maladies. Donc, la fragilité médicale, on l'entend comme un pronostic basé sur plusieurs choses, soit le déclin fonctionnel et cognitif, la présence de plusieurs maladies et polycomorbidités, la prise de plusieurs médicaments, la polypharmacie, le fait d'avoir des déficits au niveau nutritionnel, d'avoir des pertes au niveau du fonctionnement physique, le déconditionnement. Donc, à l'inverse, quand on fait du conditionnement physique ou de l'entraînement, on veut devenir plus fort, mais quand on se déconditionne, on perd ses forces physiques. Cette force physique à la fois musculaire et neuronale. On a aussi associé à tout ça une perte d'autonomie fonctionnelle. En calculant tous ces déclins, en additionnant ces problèmes, en ayant en fait une échelle variée de ces différents problèmes de santé, on peut dire que la personne est plus ou moins fragile. Donc, quelqu'un qui n'a aucune atteinte serait très verte ou qui ne serait pas du tout fragile, et à l'inverse, ce serait très fragile et aurait un pronostic vital diminué. Il y a des échelles qui existent dans la littérature, mais ce qui est plus marquant, qui est plus complet, vraiment, c'est l'évaluation gériatrique complète. Le nom le dit bien, mais c'est une évaluation qui est en plusieurs points, faite par des spécialistes, mais qui est longue et qui nécessite quand même une grande connaissance des syndromes gériatriques. Ici, je voulais juste vous montrer à quel point l'évaluation gériatrique complète est à la fois complète et complexe et demande quand même des évaluations au niveau du fonctionnement du quotidien, les tâches, les AVQ qu'on appelle ou les AVD, donc ce qu'on fait dans une journée, les loisirs, les comorbidités, les syndromes, le support, la nutrition, la polypharmacie. Donc, vous comprenez que ça prend vraiment un spécialiste et une équipe interdisciplinaire en gériatrie pour pouvoir évaluer tout ça. Donc, plusieurs perspectives, plusieurs vues sur un patient, donc plusieurs valeurs et principes et perspectives éthiques qui peuvent être confrontées dans l'équipe interdisciplinaire et à la fois une complexité qui demande une évaluation complète. C'est pour ça souvent qu'on va faire des évaluations un peu plus raccourcies par des échelles de fragilité. On pourra en parler si vous voulez, mais qui peut dresser un tableau peut-être moins complet, mais plus rapide. Donc, on a les avantages et désavantages d'une évaluation complète ou d'une évaluation plus rapide. Qu'est-ce que la démence? On a tous une image en mental de qu'est-ce qu'une personne démente, là, qui est quand même un terme assez péjoratif, là. Mais ce qu'on veut entendre par trouble cognitif, c'est vraiment l'atteinte d'une des fonctions mentales, que ce soit l'attention, la mémoire, les fonctions exécutives, donc faire un plan de match pour réaliser des tâches, se déplacer dans l'espace, voir l'espace. Donc, si on a des atteintes à ce niveau dans une ou plusieurs sphères, et qui s'est rapporté soit par la personne, un informateur ou un clinicien qui connaît bien la personne, alors on parle de troubles cognitifs. Ça doit être évalué par des tests standardisés et avoir des interférences dans au moins un des AVD, dans les activités de la vie domestique, soit la gestion des finances, la gestion des médicaments ou autres tâches quand même complexes de la vie, sans atteinte de confusion aiguë, de délirium ou d'autres problèmes psychiatriques. Il faut spécifier quel type, par exemple, la maladie d'Alzheimer qui est bien connue, ou des atteintes au niveau du comportement. Donc, vous comprendrez que les gens qui ont un profil gériatrique ont des atteintes médicales quand même assez avancées ou complexes et souvent des troubles cognitifs, ce qui peuvent les prédisposer à un certain isolement et même à la solitude. Donc, qu'est-ce que c'est l'isolement ou la solitude? Est-ce que c'est être seul ou être mal accompagné? Donc, l'isolement, on parle de l'isolement quand on dit qu'un nombre de contact est réduit et une solitude quand on ressent qu'on se ressent seul. Donc, on peut être dans une foule à être seul. Donc, vous voyez ici là, le jeu d'échecs, quelqu'un peut se sentir dans un groupe quand même seul et vivre de la solitude, tandis que l'isolement, on est plutôt là, on est dans un nombre de contacts réduit, donc moins entouré. Les deux s'influencent, mais ne sont pas nécessairement reliés directement. On peut être seul sans être isolé, on peut être isolé sans se sentir seul. Les effets néfastes de l'un et l'autre sont quand même démontrés dans la littérature et donnent des atteintes physiques, psychologiques, psychiatriques, et pour réduire augmenter l'atteinte cognitive, augmenter même la mortalité et réduire la qualité de vie. Donc, la solution. Est-ce que ce serait les robots qu'on dit soignants qui pourraient nous aider? Dans une revue systématique de 2018, on montre que les robots peuvent surtout servir comme aide au traitement. Donc, si on a des robots qui font certaines tâches, les gens ont plus de temps et seraient peut-être plus compatissants avec les patients si les robots font des tâches plus, ce qu'on appelle abrutissantes ou répétitives, à la place des soignants humains.
Il y a le robot Paro, qui est le petit robot en forme de phoque que vous connaissez peut-être, qui a l'allure d'un petit bébé et qui est blanc et qui peut permettre aux gens d'aider les troubles comportementaux associés avec la démence, donc l'agitation, l'agressivité. Mathilda, qui est un petit robot avec une voix d'enfant qui pourrait aussi aider. On pense même qu'il y a certains robots qui peuvent aider au niveau domestique et même être des compagnons ou des robots de compagnie qui vont remplacer les êtres humains dans la geste sociale. Il y a aussi des robots qu'on pourrait dire comme gardiens légaux. Donc, est-ce que c'est des robots qui pourraient aider les gens à gérer leurs finances ou gérer le quotidien en support cognitif? Des critiques qui sont montées au niveau de la littérature éthique, au niveau de Shaky et Sparrow. On dit que les robots sont souvent utilisés pour déculpabiliser les proches, donc on laisse les gens avec leurs robots, puis finalement, on se soucie plus d'eux. Ça les isole encore plus et on ne les respecte pas comme des fins en soi, comme des personnes humaines dont on doit s'occuper, mais comme des moyens, c'est-à-dire on les met de côté, on se dit, ben là, il faut que je m'occupe de la personne âgée, de mon proche, comment je peux le faire? On oublie que c'est la personne en soi dont on doit s'occuper et on pense juste à la tâche de s'occuper de la personne. Donc, c'est plus un moyen qu'une fin en soi. On pourra revenir sur ça plus tard dans la discussion. Notre équipe en Suisse, on l'a mentionné, j'ai fait une formation, mais je travaille aussi avec une équipe qui a fait une revue systématique. On dit les principaux avantages seraient qu'il y aurait une surveillance constante. On pourrait avoir plus d'interactions sociales avec des robots, comme en ce moment, on se parle de façon virtuelle, mais le robot pourrait amener la caméra à la personne directement qui a des atteintes cognitives ou des atteintes fonctionnelles. Donc, le robot pourrait aider. Ça peut faire que les gens restent plus longtemps à la maison. Peut rappeler aussi de faire des soins, prendre leur médication, de s'habiller, de se laver, donc faire des auto-soins, de l'autogestion, les finances, la médication ou d'autres. Il y a aussi d'autres avantages qui étaient nommés. Les limites, ben, est-ce que les robots sont toujours utilisables, adaptables? Est-ce qu'ils sont acceptables au niveau social? Est-ce que finalement, on ne fait pas avoir plutôt des relations avec les robots et moins avec les gens? Ça coûte quand même cher, ces nouvelles technologies-là. Est-ce qu'on aura les moyens de ces payer? Dans un article qu'on a publié avec une collègue, Nadine Felbert, qui est étudiante au doctorat, on parlait que la dignité, surtout sous forme de fierté et bienséance, pourrait être la perte de dignité pourrait être palliée par les robots. C'est-à-dire quand on va à la toilette ou on se fait laver, on peut sentir que moins digne ou on se sent moins fier ou moins bienséant. Donc, les robots pourraient faire ces soins personnels. Ce qui rappelle la question de la sécurité et de l'autonomie. Donc, quand on veut que quelqu'un soit en sécurité à la maison, on met toutes sortes de mécanismes en place qui peut brimer quand même leur autonomie pour la visée de la protection. Mais est-ce que les gens n'ont pas cette dignité-là de pouvoir décider par eux-mêmes qu'est-ce qu'ils trouvent comme un risque acceptable ou un risque inacceptable et plutôt se baser sur la dignité et l'autonomie plutôt que viser la sécurité d'une perspective externe? Ce qui m'amène à l'éthique du care. Donc, l'éthique du care promue par John Tronto ramène l'empathie, le souci, le soin de l'avant. Elle mentionne 4 moments à l'éthique du care de dire, ben, j'ai une personne devant moi qui souffre, qui a un problème. Je m'en soucie comme personne qui a les capacités. Je planifie le soin avec les capacités que j'ai comme soignant. Je fais le soin, ensuite je vérifie si effectivement j'ai bien fait le soin. Donc, on ressent là, le soin sur la personne, son projet de vie, ses objectifs de soins. Puis encore, on rappelle la dignité de risque, vraiment ce que la personne, elle, trouve acceptable ou non comme risque. Donc, la sécurité de la perspective de la personne, de son autonomie, plutôt de l'extérieur comme professionnel de la santé. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Thank you so much, Felix. That was wonderful, thought-provoking talk. Merci beaucoup, Félix. Beaucoup d'informations qui provoquent beaucoup de réflexions. À présent, je vais présenter notre prochaine intervenante avant la période de questions. Alors, nous sommes accompagnés de Janelle Taylor, anthropologue médicale, qui enseigne l'anthropologie à l'Université de Toronto. Elle est formée comme anthropologue culturelle et elle a fait des recherches sur les dimensions sociales et culturelles de la pratique médicale et de l'éducation médicale en Amérique du Nord. Plus récemment, la majorité de son énergie était consacrée sur la recherche sur le vieillissement, la démence, les soins par rapport aux maladies chroniques, surtout les maladies rénales. La majorité de ces recherches sont parues dans des
journaux d'anthropologie, mais aussi médicaux. Merci. Bonjour. Je vais tâcher de présenter mon écran. Bien. Alors, très heureuse d'être ici. Merci de m'avoir invité. Je souhaitais dire d'abord que je suis anthropologue, je ne suis pas formée en éthique et je voulais simplement vous donner une idée de mon point de vue, comment ma formation, le type de questions que j'ai tendance à poser et auxquelles j'essaie de répondre dans mes travaux touchent l'éthique et l'éthique médicale. Alors ici, je vous présente un diagramme tout simple qui est le reflet de ce que j'ai appris au fil de ces nombreuses collaborations, comment je perçois les différences entre la médecine et l'anthropologie. Je comprends que cette image est sursimplifiée, mais c'est simplement pour amorcer la réflexion. Alors, règle générale, la médecine s'intéresse surtout à la biologie et à l'organisme individuel, à des fins d'explication, à des fins d'explication surtout de problèmes de santé. Et cela cible surtout des solutions. C'est donc une entreprise très pratique. Vous êtes confronté à quelqu'un qui souffre, il faut réagir de manière pratico-pratique à cette souffrance. L'anthropologie, quant à elle, pense plutôt au contexte social et culturel pour proposer une compréhension, une réflexion par rapport au problème. On a le luxe du temps, c'est-à-dire que on ne doit pas réagir avec la même urgence. Alors, la différence entre les deux, c'est que la médecine a tendance à éliminer des causes possibles, si vous pensez au diagnostic, les diagnostics différentiels, tandis que l'anthropologie tâche d'accumuler des contextes possibles. On pense au contexte de la personne en question, de ses problèmes de santé, quel est son état familial, quel est l'état de sa communauté, quel est son historique, quels sont ses liens sociaux, son statut socio-économique et ainsi de suite. Donc, ces deux approches ne peuvent pas forcément s'exclure, mais la tension entre les deux est très productive. Et c'est l'expérience que j'ai dans les projets collaboratifs auxquels j'ai travaillé au fil des ans. Alors, je vais dire quelques mots en plus sur les recherches que j'ai faites très récemment et je le ferai brièvement, mais je pourrai répondre à à vos questions un peu plus tard. Quand j'ai commencé ma carrière, comme c'est souvent le cas, quelque chose me laissait perplexe. Et c'est à partir de ces énigmes que j'ai tâché de trouver des explications. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est l'image d'une réclame dans un magazine du début des années 90 où on présentait un fœtus et en dessous, il était mis « Est-ce que quelque chose à l'intérieur de vous vous dit d'acheter une Volvo ?» Alors, on se servait de cette image médicale d'un fœtus pour vendre des véhicules. Et j'ai trouvé ça curieux, perplexe, ça m'a laissé perplexe et c'est devenu le point d'accroche. C'est là où je me suis dit, je dois m'intéresser à la question. Et très brièvement, j'ai fait des recherches qui visaient à déterminer l'utilisation des échographies en obstétrique et quel était le lien entre l'échographie en dehors du contexte médical. Par exemple, dans la publicité,
dans la polémique des avortements aux États-Unis. Et pour finir, j'en suis bien à la conclusion que cette hypothèse selon laquelle il y a un point de vue très fixe, immuable, pro-vie, c'est-à-dire le fœtus est une personne, par opposition à un point de vue très pro-choix où le fœtus n'est pas une personne, est une version très simplifiée d'une réalité beaucoup plus complexe. Et comme je l'ai dit dans un ouvrage que j'ai rédigé sur la question, il faut vraiment se rappeler que la culture de consommation a eu un impact sur la façon dont on perçoit la personne. La personne est devenue comme un bien. Ces technologies médicales et leur utilisation ont un impact sur la culture et la culture a un impact sur elle. Donc, il s'agit, si vous voulez, de prendre un débat éthique très rigide et de tâcher de le mettre dans un autre contexte. J'ai ensuite déménagé à Seattle, où j'ai enseigné pendant des années, pendant 20 ans, avant de revenir à Toronto environ. Et au début des années 2000, j'ai participé à une équipe de recherche qui était dirigée par la docteure Elizabeth Kvig, qui est gériatre, pour Veterans Affairs, le système de santé Veterans Affairs, donc dans ce cas-ci à Seattle. Et elle essayait de déterminer comment on pouvait établir un mandataire pour la prise de décision d'un proche. Alors, dans ce cas-ci, il s'agissait de personnes surtout âgées qui avaient des maladies graves. Et donc, on leur demandait de réfléchir à la planification préalable des soins. Si jamais vous ne pouviez pas vous prononcer vous-même, quelles seraient vos volontés? Alors, documentez-les et parlez-en à votre famille, à vos proches, afin de pouvoir sélectionner des soins conformes à vos attentes. Alors, il y avait déjà eu beaucoup d'efforts. On demandait aux gens de penser à qui serait leur mandataire, entre autres, mais ce que Dr. Vig a compris, c'est que personne n'avait jamais demandé aux personnes qui étaient devenues mandataires à quoi ça ressemblait pour eux et comment ils en venaient à des décisions. Et donc, ce projet a interviewé des gens qui s'étaient retrouvés dans cette position mandataire. Qu'est-ce qui était facile? Qu'est-ce qui n'était pas si facile? Comment avez-vous déterminé ce qu'il fallait faire? Qu'avez-vous fait? Enfin, c'était vraiment très intéressant car ce que cela a révélé, c'est que cette solution, la nomination d'un mandataire, était fondée sur cette attente que les gens agiraient en fonction d'une prise de décision par substitut. Mais en fait, les gens agissent en fonction de toutes sortes d'autres formes de raisonnement. Alors, la solution au problème éthique était beaucoup plus complexe que ce qu'on ne prévoyait. Alors, c'est un des projets. Et puis, au milieu des années 2000, voici une photo de ma mère qui tient ma fille dans ses bras. Ça a été pris il y a plusieurs années. Et la raison pour laquelle je la montre, en fait, il y a deux raisons. Tout d'abord, parce que c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches sur la démence comme fille d'une femme qui était touchée par la démence. Et quand mon père est décédé, eh bien, j'ai dû participer à cela et j'ai dû faire des recherches sur le sujet. Et puis, l'autre raison pour laquelle j'affiche cette photographie, c'est que ici, ça montre quelqu'un atteint de démence qui, en fait, a une relation avec une autre personne ou d'autres personnes. Elle ne fait pas que recevoir des soins, c'est une situation plus complexe que cela. Et une des choses
qui m'intéresse quand je réfléchis à la démence, c'est la question de la reconnaissance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, j'ai été frappé par le fait que les gens me demandaient: est-ce que ta mère te reconnaît? Toujours cette question qu'on me posait. Et cela m'a fait penser qu'il y a quelque chose qui est un peu étrange et qui ne va pas avec cette question. La question devrait être: est-ce que nous la reconnaissons? Est-ce que quelqu'un atteint de démence bénéficie d'une reconnaissance en tant que mère, en tant qu'ami, en tant qu'être vivant? Et donc, cela m'a fait poser cette question: comment est-ce que les vies individuelles sont cadrées par ce type de discours ambiant? Et ensuite, j'ai fait des recherches en collaboration avec des collègues gériatres de l'Université de Washington et j'ai voulu documenter le fait que les gens atteints de démence étaient exclus d'études et de recherches dans le domaine de la gériatrie. Nous avons passé beaucoup de temps à lire à peu près 400 articles sur dans le Journal of American Geriatric Society, où il y avait des études. Et ce qu'on a documenté, donc, c'est que les gens n'étaient pas reconnus. Il y avait en fait une exclusion des gens atteints de démence ou qui étaient atteints de troubles cognitifs, même dans le domaine de la gériatrie. Et cela, bien sûr, avait des compétences cliniques et scientifiques, étant donné les populations, les groupes avec lesquels les gériatres travaillent. Donc, voilà un exemple. Et pourquoi cette exclusion? Peut-être parce que les chercheurs avaient une préoccupation que ce serait trop difficile d'inclure les gens qui sont atteints de démence, que ça serait trop lent, que ça serait trop coûteux. Et donc, du coup, il y a un problème dans la situation dans laquelle les gens s'engagent dans la recherche. Ça peut avoir des implications éthiques d'une échelle de plus grande ampleur si on exclut ces gens. Et puis, également, l'amitié ou l'exclusion de l'amitié. Quand on pense dans un contexte plus large, les gens qui ne sont pas nécessairement ses proches aidants non rémunérés pour fournir les soins pour les personnes atteintes de démence. Et cela et d'autres, en fait, les amis, les collègues, comment est-ce qu'eux réagissent quand quelqu'un montre les premiers signes de démence? Et une série de données qui m'a permis de commencer à répondre à cette question. Et puis mon expérience, c'est que quand ma mère a été atteinte de démence, ses amis ont commencé à perdre le contact, à part une amie qui est restée très présente. Donc, je voulais en apprendre plus et apprendre grâce aux gens quelles étaient les raisons pour lesquelles ils avaient continué cette amitié après l'apparition de la démence et essayer de retirer des leçons qui pourraient être ensuite transmises à d'autres personnes sur ce qu'est l'amitié et comment l'amitié peut être pratiquée, peut être démontrée dans cette situation. Une des choses auxquelles j'ai réfléchi dans ce contexte, dans ce travail, c'est que les gens qui m'ont parlé en tant qu'amis de personnes atteintes de démence, c'est comment en fait ils décrivaient l'amitié comme une forme d'expérimentation sociale. Ils essayaient, avec leur propre vie, d'essayer de faire une expérience et de voir comment ils pouvaient continuer à avoir un sentiment d'identité en continuant avec ces relations. Et puis, ensuite, j'ai fait une recherche ou des recherches plus récemment sur les personnes plus âgées atteintes de démence qui n'ont pas de proches parents ou de famille alors que la démence apparaît chez eux. Et
Bien sûr, nous pourrions en parler. Et c'est assez difficile à documenter. Mais une des informations qui est ressortie de cela, c'est qu'il y a toute une variété de trajectoires de vie qui mènent une personne à être sans proche parent. Moi, je suis marié, j'ai des enfants, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas me retrouver dans cette situation. Si je vis suffisamment longtemps, peut-être que on se retrouve avec des personnes qui vivent plus longtemps que leurs conjoints et leurs enfants. Et donc, le système de soins de santé doit s'engager avec le réseau social de la personne, sans supposer qu'il s'agit de membres de la famille seulement. Et il s'agit de maintenir des canaux de communication avec toute personne qui est importante à la personne atteinte de démence. Ça peut être un voisin, un collègue, ça peut être des membres de l'Église ou que fréquente la personne. Et puis, on a remarqué également dans la recherche que la moitié des personnes âgées sans proches parents vivent seules au moment de l'apparition de la démence. Alors ça, c'est préoccupant. Vivre seul quand on est atteint de démence, ce n'est pas facile. Et de ne pas avoir de proches parents, ça fait que la personne peut être plus vulnérable et ne pas obtenir le soin dont elle a besoin en termes de soutien quotidien, de compagnie, de soins médicaux. Donc, nous concluons qu'il faut une approche sociale globale des soins aux personnes âgées. Bien sûr, ça ne va surprendre personne dans l'assistance de cette conversation d'aujourd'hui, mais en tout cas, c'est ce qui est basé sur notre recherche et nous avons vu également qu'il était important de jeter la lumière sur cette population, en grande partie invisible et potentiellement vulnérable. Alors, en termes de suggestions pour l'éthique en gériatrie, ce que je pourrais dire, sur la base pas seulement de mon travail, mais aussi de mes impressions en anthropologie médicale et avec les collaborations entre l'anthropologie médicale et l'éthique médicale, c'est qu'il faut être conscient de notre tendance à privilégier les explications et les solutions qui se font au niveau de l'individu et de la famille. Cela peut avoir des conséquences inattendues. Et puis, il faut rechercher les voies et les expériences des personnes qui vivent avec les problèmes et qui vivent avec les solutions. Un grand nombre de solutions proposées à des dilemmes éthiques peuvent, évidemment, ce sont des réalités sociales qui peuvent impliquer beaucoup de dilemmes éthiques. Et donc, il faut examiner et prendre en compte les contextes socioculturels et politiques plus larges qui contribuent à ces dilemmes éthiques au chevet du patient, de la personne. Alors, donc, il y a toujours cette tension, pour revenir au premier diagramme, entre ce que nous devons faire, d'une part, bien sûr, c'est la principale question posée par les praticiens médicaux contre la souffrance. Donc, ça d'une part, et d'autre part, c'est compliqué. Les anthropologues veulent pouvoir documenter, démontrer, et donc, il faut que les deux puissent être en conversation en quelque sorte l'un avec l'autre. Il faut reconnaître les complications, réfléchir aux complications et ainsi assumer notre responsabilité de gérer des situations compliquées. Merci et complexes. Merci. Janelle, that was again a wonderful talk, and certainly I know you say you're not a Merci, trained Janelle. Ça a été une présentation merveilleuse. Vous n'êtes pas formée comme éthicienne, mais en tout cas, vous semblez vraiment être éthicienne. C'est ce que vous l'avez mentionné. En fait, quand on pratique l'éthique avec cette dichotomie qui a été présentée, et puis les considérations pratiques avec la situation plus complète et sociale de la personne qui reçoit des soins. Tout ça semble être en effet le rôle d'un éthicien ou d'une éthicienne. Alors, je voudrais m'assurer que
ceux qui nous ont rejoints après le début de cet atelier sachent qu'il est possible de poser des questions dans la fonction Q et R. Je vois que nous avons une question dans le clavardage. Je vais y venir dans un instant. Et vous avez la possibilité d'utiliser la fonction lever la main si vous voulez poser une question oralement. Alors, je regarde si quelqu'un a levé la main et je vois qu'il y a quelques commentaires, mais ce ne sont pas des questions. Any verbal comments at this time? Y a-t-il des remarques que vous aimeriez faire à haute voix? Alors, dans un moment, je vais passer aux commentaires qu'il y a dans le clavardage. Alors, dans la présentation de Janelle, il y a une recommandation clé et peut-être que Félix voudrait apporter une réflexion dans son rôle en tant que clinicien ou en tant qu'éthicien en termes de parler de la manière dans un rôle de consultation ou un rôle clinique, comment soutenir les adultes sans proches parents, sans réseau social de personnes, comment on peut les aider en termes de prise de décision, de soins ou de traitement et avoir un contexte social, pas nécessairement avec la famille, s'il n'y a pas de famille pour le patient ou d'autres personnes, puisque si le patient ne peut pas participer dans la prise de décision. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter à ce qui a été dit? C'est une question difficile. Dans un environnement clinique, dans un milieu clinique, c'est toujours difficile si la personne n'a pas de proches ou de famille que l'on peut contacter. Peut-être que je peux continuer en français. En clinique, c'est évidemment la famille, surtout avec les troubles cognitifs, qui vont nous aider le plus à connaître la personne, qui elle était, qu'est-ce qu'elle a comme objectif de soins, c'est quoi ses objectifs de vie, son histoire de vie. Donc, c'est sûr que quand on n'a personne qui rejoigne, c'est extrêmement difficile et on a souvent l'aide des travailleurs sociales pour essayer de trouver justement quelqu'un. Donc, c'est un des travails principaux qu'on demande à notre équipe, c'est de trouver quelqu'un. Soit nous, on le fait comme gériatre ou on va chercher, puis là, c'est peut-être très technique, mais au niveau légal au Québec, on est vraiment dans l'approche un peu par étapes de dire, ben, est-ce qu'il y a un conjointe, est-ce qu'il y a des enfants, des proches, puis ensuite, toute personne qui connaît. Des fois, on se retrouve à parler à des voisins, on se retrouve à parler à des amis de longue date, on se retrouve à parler à toutes sortes de gens qui connaissent malgré tout la personne. Donc, des gens qui sont absolument seuls et isolés, dont on n'a aucune idée de l'histoire antérieure, c'est assez rare. Mais quand on arrive là, effectivement, c'est très difficile. Puis souvent, on va même voir est-ce que des gens dans les professionnels de la santé qui ont connu la personne avant, qui la connaissent depuis un bout de temps, des gens complètement isolés, qui sont des ermites, ça nous arrive en gériatrie, mais c'est assez rare. Puis c'est effectivement des questionnements très difficiles où là, la décision devient médicale, puis le poids devient très important sur le dos des équipes. Et c'est pas rare justement qu'il y ait des consultations en éthique pour les patients qui n'ont pas de famille. Mais je vous dirais, on arrive toujours à trouver quelqu'un, que ce soit une famille biologique ou une famille choisie. On finit souvent par trouver quelqu'un parce qu'on a un besoin assez primordial. Donc, on fait tout en notre pouvoir pour trouver quelqu'un. Et dans l'intervalle, c'est beaucoup l'équipe médicale qui se base sur leurs propres valeurs et principes pour décider pour la personne. Donc, ce qui est loin d'être idéal. Thank you. Merci, Félix. Il semble que c'est le processus qu'on a ici en Colombie-Britannique est similaire avec des étapes similaires pour la prise de décision avec une législation. Je crois que c'est en 2011 qu'on a étendu la notion de famille pour les proches parents légaux, disons, mais pour un réseau social plus large, les voisins et d'autres amis qui feraient partie de la définition de ce que constitue une famille. Et comme vous l'avez dit,
le fait aussi de se tourner vers d'autres professionnels, y compris des travailleurs sociaux, pour essayer d'explorer ce réseau social plus large et de s'assurer qu'on a les bonnes voix à la table qui puissent s'exprimer et honorer les valeurs et l'histoire de vie de la personne, du patient, si ce dernier ne peut pas participer. Janelle, souhaitez-vous ajouter quelque chose pour répondre? Eh bien, tout d'abord, je voudrais expliquer que la recherche que nous faisons s'est fondée sur des documents de la région de Seattle, aux États-Unis. Donc, un système différent, des problèmes différents, des enjeux différents. Une des choses que nous avons faites, c'était d'essayer de voir qui était présent dans la vie de la personne et qui fournissait un soutien à ces personnes âgées atteintes de démence qui n'avaient pas de proches parents. Et nous en trouvions des voisins, des collègues, etc. Et en fait, c'est Elizabeth Vick, cette collaboratrice avec qui je continue de travailler depuis plusieurs années et qui a dit il faut prendre en compte le fait que si vous dites au système de soins de santé qu'il y a ces autres personnes qui existent, eh bien, que le système de soins de santé va considérer que ces personnes doivent être les proches aidants. Mais en fait, la participation de ces voisins ou d'autres personnes qui ne sont pas des membres de la famille, cette participation est plus limitée. En général, dans des situations d'urgence, pour trouver une solution rapide. Donc, il nous apparaissait que ces relations-là ne voulaient pas assumer toutes les responsabilités, la charge qui était imposée aux membres de la famille. Et donc, on voulait s'assurer de mentionner cela, de souligner cela. Et puis, dans la même veine, on ne peut pas s'attendre à ce que les cliniciens de première ligne résolvent tout cela. Là, on individualise un problème qui est beaucoup plus large. Donc, ce serait le problème. Et cela fait partie du contexte de nos recommandations. C'est-à-dire qu'il y a une approche systémique beaucoup plus large, puisqu'un problème structurel requiert une solution structurelle et il faudrait qu'il y ait une solution plus large, plus complète pour offrir des soins à des patients qui n'ont pas de proches parents. Sinon, c'est un problème et c'est un problème aussi bien politique qu'éthique.